Moi, je m'appelle Maude Geffray. Moi, c'est Sébastien Chenu. Souvent, on fait des morceaux avec des basses assez intenses. On aime bien les mélodies assez plantées sur des atmosphères un peu dark et denses. Voilà, quelque chose comme ça. Melody Makers, le podcast qui décortique, analyse, épluche la musique. Melody Makers. C'est à l'occasion de la sortie du 5e album intitulé Nox Anima du duo Scratch Massive que je rencontre Maude Geffray et Sébastien Chenu qui reviennent sur l'ensemble de leur carrière. Leurs compositions électroniques sont bien souvent down-tempo, sombres et mélancoliques, mais toujours cinématographiques. Bonjour à tous les deux. Pourquoi ce nom de Scratch Massive ? Lorsqu'on cherchait un nom, on était tombé sur un magazine anglais. Ça devait être peut-être Mixmag ou un magazine sur la musique électronique, je ne sais plus exactement lequel. Et il y avait une photo de mecs transpirant dans une fête avec un t-shirt trempé qui avait l'air complètement fou. Et c'était marqué « What a Scratch Massive Crowd ». C'était ça, la phrase, le sous-titre. Et on s'était dit, tiens, c'est marrant ce nom Scratch Massive. Puis il y avait surtout le fait qu'on s'était dit, si on prenait ce nom-là, notre musique pouvait donner cette réaction au public. Oui, de fait. De fait, c'était... on s'était dit, pourquoi pas. Alors, comment qualifieriez-vous votre musique et comment la définiriez-vous ? Ce qui pourrait la définir, c'est déjà un rapport à un tempo. Souvent, on fait des morceaux qui peuvent être lourds, lents, avec des basses assez intenses et des mélodies en hauteur assez émotionnelles, assez dessinées. On aime bien les mélodies assez plantées sur des atmosphères un peu dark et denses. Voilà, quelque chose comme ça. Quels sont vos premiers souvenirs musicaux ? Les premiers souvenirs, je pense, c'est vraiment les vinyles de mon père, parce qu'il y en a plein à la maison et qu'il avait toutes sortes de musique, que ce soit de la musique classique, du jazz, du rock, des musiques contemporaines à foison. Et j'étais particulièrement attirée par tout le rayon, justement Laurie Anderson, Philip Glass et tout, mais aussi les Doors, enfin beaucoup de choses. Il y avait plein de choses, donc c'est difficile pour moi d'en définir une, parce que on en écoutait tout le temps en fait. Et toi, Sébastien ? Moi, c'est un peu l'opposé en fait, et je reviens aux disques des parents de Maude qui sont importants dans mon éducation musicale. Parce que moi je viens d'une famille en fait qui était plus la musique, c'était plus la musique classique, et puis pas la musique classique qui même aujourd'hui me plaît. C'était une musique classique qui était vraiment un peu pompeuse, et de l'autre côté, l'autre versant, c'était vraiment de la musique de fête populaire, genre la compagnie créole, le disco, Lionel Richie, voilà, de la musique vraiment très populaire. Et en fait, grâce au sampling, grâce au premier sampleur, pour avoir un sampleur, il faut sampler. Et pour sampler, il faut avoir une collection de vinyles intéressante. Et en fait, en allant passer des étés chez Maude, justement, on prenait carrément des caisses entières des rayons de vinyle de son père, et on cherchait des sons à sampler tout le temps dedans. Et donc là, en fait, j'ai découvert de trucs passant de Sun Ra à Laurie Anderson, à John Cale, tous les pionniers de la musique minimale contemporaine des années 70-80. Et en fait, là, j'ai commencé à découvrir un pan de la musique que je connaissais pas du tout, en fait. Et donc, j'ai commencé à me faire mon éducation musicale à partir de ce moment-là. En fait. Justement, vous avez une formation musicale ? Ouais, moi j'ai une formation de piano classique en conservatoire en province où j'ai grandi, à Saint-Nazaire. Donc, oui, quelques années, ouais.
Et toi, Sébastien? Moi, pas du tout, non. Pas du tout. Autodidacte. Non, j'ai même eu un 0 en musique en 4e ou en 3e. Pas, monsieur Chelu. Et il y avait, sur mon bulletin scolaire de l'époque, il y avait la prof de musique qui avait écrit « Je ne sais pas comment on peut avoir 0 en musique ». Mais je détestais la flûte à bec, je détestais ce qu'on nous faisait jouer, et j'avais je supportais pas du tout cet instrument. Et voilà, je suis toujours à la recherche d'ailleurs de ce bulletin. À chaque fois que je tombe dans un grenier où il y a des cartons, j'essaie de le trouver parce que j'ai toujours envie de faire une pochette de disque avec cette fameuse cotation. Mais non, j'étais pas vraiment aidé à la base en fait. La technologie m'a permis en fait Par contre, attention, j'adorais la musique, j'adorais faire des fausses émissions de radio, j'adorais faire le DJ. Même quand j'étais gamin, c'était ça, j'étais omnubilé par le côté musical de la chose. Mais j'en avais pas vraiment les attributs. Mais par contre, voilà, avec le temps, avec la technologie, le travail surtout, beaucoup de travail, on finit par le devenir indirectement en fait. Et comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux? Dans des rave parties. Donc, à l'adolescence, dans des rave parties, c'était un été où je pense vraiment, moi j'ai découvert la musique électronique. On était très jeunes et on était à peine majeurs et tout. Et en fait, on se retrouvait tous. On vient de l'ouest de la France. Donc, moi, je viens de Saint-Nazaire et Seb vient de Angers. Donc, il y avait beaucoup de raves qui s'organisaient dans la région, en Bretagne. Voilà. 94, précisément, c'était l'année charnière où on a passé 2 mois d'été. On était toute une bande et on sillonnait inlassablement toute la Bretagne à la recherche de la fête. Il y en avait à peu près tout le temps. Donc, c'est vrai qu'on a découvert à ce moment-là la musique électronique. Enfin, moi, parce que Seb jouait même déjà, il avait déjà des vinyles et tout. Moi, j'ai complètement découvert cette musique-là je veux dire, au sens techno. Comme ça, je l'ai découvert cet été-là, ouais. J'ai jeté tous mes CD de rock. Je me souviens. Ouais, je m'étais dit, mais c'est quoi cette musique de ringard? T'as juste gardé ta cassette de Brian Moi, G. maintenant, c'est la transcore. Je m'en fous du rock. Après, j'y suis revenue en me disant, non, Maud, t'as été un petit peu extrême, mais c'est vrai que c'était un vrai passage, un rituel, un rite initiatique. Ouais, c'est vrai, ça a mis du temps en fait. C'est vrai ça, parce que moi c'est pareil, tout ce qui était rock, pop pendant bien 5-6 ans, ça n'existait plus. C'était la musique électronique, et puis à un moment donné, en fait, on revient aussi à autre chose. Mais dans un premier temps, c'était tellement magique, en fait, c'était nouveau. On n'avait jamais entendu ça, on n'avait jamais vu ça non plus. Et puis les rêves, il y avait tout un show lumière, c'était quand même assez magique comme événement. C'était mystérieux, en fait. Ouais, on ne comprenait pas ce qui se passait. Enfin, moi, je voyais la musique qui ne s'arrêtait pas, et je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait le mec, en fait? Comment il cale ça, comment la musique s'arrête jamais, enfin, c'est hyper mystérieux, donc il faut comprendre ce que le mec fait, parce qu'au tout début personne n'expliquait, enfin les vinyles d'où vient ce son, en fait. Oui, il n'y avait pas internet, en fait, donc il fallait essayer de comprendre tout. C'est vrai même des soirées au début, on savait même pas qu'il y avait un DJ. Une dose de mystère beaucoup plus grande. On comprenait pas. Est-ce que c'est un DJ? Limite, qu'est-ce qui se passe, en fait? Il y avait des soirées, mais je sais les premières, je savais pas. Qu'est-ce que c'est que ce son? C'était ovniesque, total. Hein. Oui, et c'est aussi le moment où arrive en France un nouveau courant musical. Bien sûr. Ouais, vraiment. Et puis socialement, qui a déferlé, quoi. Vraiment. Et sur les côtes bretonnes, ça a déferlé. Ouais. Et vraiment, à une quantité de petites soirées partout. Qui était impressionnante. Il y en avait tout le temps. Et puis ça réunissait tout le monde aussi. C'est ça qui était intéressant, c'est qu'il y avait toutes les couches de la société qui étaient au même rendez-vous et qui aimaient la même chose. Et ce qu'il n'y avait pas, les concerts de rap, il n'y avait que les mecs qui aimaient le rap, il n'y avait pas de rockers. Alors que là, on rencontrait des rockers, des hard rockers, des mecs qui venaient du rap, des reggaeman. Il y avait un mélange de tout, en fait, dans ces soirées au début. Alors, à quel moment, en fait, vous avez décidé de faire de la musique ensemble? En fait, on est monté à Paris, on a fait des études de cinéma. Parce qu'il y avait ça aussi en parallèle, le cinéma rodait beaucoup, il y avait la musique mais il y avait le cinéma aussi. Moi je suis déjà, après les émissions de radio, on m'a offert un caméscope, j'ai commencé à emmerder tous mes potes pour faire les week-ends des petits films et tout, mais ce qui m'intéressait c'était surtout de faire aussi la BO qui était derrière, mettre des ambiances qui n'étaient pas ma musique, mais déjà il y avait
Donc on est parti indirectement. Maud, pareil, a fait des études de cinéma sur Paris, moi aussi, et puis un jour. C'est bien des années après quand même qu'on s'est mis à faire de la musique. Ouais, carrément. Prendre vraiment un sampleur et à tester des choses. Moi, j'étais DJ à Paris, et puis à un moment donné, on avait des amis qui avaient commencé à acheter 2-3 bécanes, et on passait souvent les voir. Et puis c'est vrai que d'un coup, c'était un peu excitant parce que avec un sampleur, on avait beaucoup de vinyle. On s'était dit on a la matière, trouvons l'outil pour l'exprimer. Et puis on a acheté notre premier sampleur. Et puis en fait, très vite après, je crois même pas un an après, on a sorti notre premier maxi en fait. Allez, on écoute un extrait de votre premier maxi, un morceau qui s'appelle Icebreaker. On est en 1999. Vous rencontrez le succès immédiatement d'ailleurs, puisque vos 2 premiers maxi sont qualifiés de petites bombes. Oui, bien sûr, on a été maxi du mois en Angleterre, on a eu des belles chroniques et tout. Ça s'est bien passé dès le démarrage. Ouais. Et puis sortira votre premier album Enemy and Lovers en 2003. Et on trouve là un son plutôt pop-rock, moins techno que vos morceaux précédents. Ouais, c'est vrai. Ouais. En fait, on cherchait, on testait d'intégrer des vrais instruments dans notre musique électronique. En fait, on avait un studio dans des grands studios qui sont dans le 18e et qui existent toujours dans le 18e. Et au sein de ce studio, il y avait vraiment une petite pépinière de studio et il y avait donc des artistes dans les studios d'à côté. Donc on avait tendance à se dire tiens, toi viens, fais tel essai, mets un bout de guitare ou sur ce qu'on vient de faire, etc. Donc c'est vrai qu'on avait laissé pas mal la place à cet endroit qui était assez organique, quoi, d'intégrer des choses, des éléments un peu pop rock, un peu dedans. C'est vrai, pas sur tous les tracks, pas sur ceux qu'on avait vraiment travaillé juste en électronique, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas réécouté. Et puis surtout 2003, il est bien. Ouais. Et puis surtout 2003, c'était le retour, un peu le retour du rock pour les gens qui venaient de la techno en fait, parce qu'il y avait le label DFA, il y avait The Rapture, les CD Sound System qui créaient leur label et qui avaient créé un genre de son groove house, mais avec des guitares. Donc il y avait, et donc on se retrouve dans les clubs, surtout on jouait au Pulp et ce son d'un coup en fait est revenu. On a revu des guitares, on était super dans l'électro, super dans l'électro-clash, et d'un coup en fait des guitares sont rentrées à nouveau dans le prisme des playlists de soirée, et c'est vrai qu'à ce moment-là on a mis un peu de guitare aussi parce que c'était un peu dans l'air du temps en fait. On entendait c'était plus du rock comme on l'avait connu, c'était du rock de club, et ça c'était intéressant à ce moment-là. Alors ensuite il y a un deuxième album, Time, en 2007. Mais aussi, entre-temps, vous avez fait des musiques de films, à la fois dans vos carrières solo respectives, mais aussi pour Scratch Massive. Comme je te disais, le cinéma il a toujours été présent en fait dans nos têtes, et y compris justement son aspect musical. Moi, j'ai adoré tout ce qui est le travail de Badalamenti pour Twin Peaks, pour toutes les œuvres de Lynch. En fait, il y avait dans les musiques de films qu'on aimait beaucoup, c'était surtout des musiques de films à synthétiseur, comme les BO pour Alan Parker de Giorgio Moroder. Il y avait quand même ces morceaux qui avaient des longues plages, moi je trouvais magnifiques, et en fait on a commencé à acheter en plus des synthés de cette époque-là. On est un peu tombé dans le son qu'on voulait chercher en fait aussi à travers les différents instruments sur lesquels on a mis des options, et c'est vrai qu'on est parti, notre musique elle se base essentiellement sur quelque chose d'assez visuel en fait. On essaye de mettre l'audience dans quelque chose de narratif visuellement à travers nos morceaux. Pour revenir à votre deuxième album, il y a de nouvelles couleurs qui arrivent. Il est beaucoup plus mélancolique, plus sombre et surtout plus électro. Exactement. Ouais, c'est vrai. Il y a encore quelques guitares qui traînent, mais c'était la fin.
des guitares. Il est devenu beaucoup plus électronique, jusqu'à l'album Nuit de rêve d'après, où là on est complètement 100% électronique. Merci pour la transition. Nuit de rêve, 3e album de Scratch Massive, sorti en 2011, qualifié quand même d'album culte. Oui. Non, mais j'ai vu ça. Donc c'est quand même... quelque chose. Oui, c'est pas rien dans une carrière de musicien. Oui, ça fait plaisir, oui, c'est sûr. Qui pour le coup est un album où là on pose aussi toutes les fondations de notre savoir-faire en termes de bande originale de film. C'est qu'il est vraiment inspiré. Il y avait des morceaux comme Pleine Lune par exemple qui étaient vraiment inspirés des films de Carpenter, des bandes originales de John Carpenter aussi. C'était un album qui était vraiment super cinématographique. Et puis il faut ajouter que sur cet album, il y a un featuring de Jimmy Somerville, ex-membre du groupe londonien Bronski Beat, ce groupe de New Wave des années 80. Alors comment vous avez eu l'idée de le faire chanter sur un des morceaux ? En fait, on voulait faire un featuring avec on va dire, un artiste vintage en fait, des années 80. Et on était plus sur... Il serait content si t'entends. Non, mais oui, mais bon. Et on était plus sur le chanteur de Forever Young, comment ça s'appelle ? Alphaville. Et donc, on demandait à notre éditeur s'il avait les contacts d'Alphaville et tout ça. Il disait non, ça, c'est pas chez nous. Mais là, d'un coup, il nous fait par contre, là, on vient de signer Jimmy Somerville. Et donc ça, pour le coup, si vous voulez, on peut avoir un contact direct et d'un coup, nous, c'était carrément génial, quoi, parce que c'était super d'avoir Alphaville, mais c'était encore mieux d'avoir Jimmy Somerville. Et en fait, je sais pas, même pas en 48 heures... En fait, il y a des gens qui nous disaient « Ouais, mais moi, j'ai demandé, j'ai jamais eu de réponse, etc. » Et puis, on se disait, franchement, on se disait c'est un peu plié quand même. Et on a envoyé un début de compo, mais 48 heures après, ouais, c'est ça, on a reçu des voix, et on n'avait même pas eu le temps de dire ah bah tiens, on pensait à ça ou à ci. Ah mais ouais, après, en plus, j'avais envoyé, et en fait, on a reçu quelque chose, et bon, il y avait déjà plein de trucs super, mais on s'est dit... qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est fou, parce qu'il a déjà envoyé quelque chose, mais est-ce que pour lui c'est fini ? Est-ce qu'il veut qu'on continue ? Est-ce qu'on a le droit de prendre ces morceaux, ces morceaux de voix, de les triturer, de refaire un morceau ? Et donc moi, c'est vrai que j'avais pris un peu le micro comme ça dans mon ordi, et puis tu tentais de faire ça pourrait être ça. J'avais tenté un peu des petites propositions, quoi. Qui n'ont donc pas été reçus, vraisemblablement. On nous a dit voilà, déjà grande chance, voilà, c'est ça, donc maintenant faites avec, quoi. Donc en fait, on a pris les voix qu'on avait et puis on a structuré avec un morceau, on les a cut, placés, etc. Et puis ensuite, du coup, on l'a fait avec ces voix-là, et puis on a renvoyé pour savoir s'il y avait un accord def sur ce qu'on proposait. L'accord a été OK, donc on a pu sortir le morceau. Dans le même temps, vous faites pas mal de musique de film, vous développez aussi vos projets personnels, chacun de votre côté. Et puis en 2018, sortie de Garden of Love, donc le 4e album, où là, le chant arrive et s'impose dans vos compositions. Ouais, c'est vrai. Pourquoi à ce moment-là ? Parce que je pense que j'avais eu l'opportunité de tester sur mon projet perso. Je venais de sortir et de travailler sur mon premier album en solo, Polar, dans lequel j'avais bien été obligée d'injecter des voix, parce que j'avais envie de mettre des voix. Et du coup, je m'étais dit, c'est possible en fait, tu peux tout à fait... je chantais en fait. Donc dans cet album-là, du coup, on a injecté davantage de mes voix chantées. Je crois qu'il y en a un peu de Seb aussi. Non, il n'y en a pas encore. Non, pas encore. Voilà, lui, c'est l'étape album. d'après. Lui, c'est le dernier sur lequel on a ajouté les voix de Seb. Mais c'est vrai que du coup, ça m'avait un peu décomplexé en fait de le faire sur mon projet. Du coup, j'avais envie de l'intégrer dans Scratch Massive, parce que ça rajoute quand même une dimension supplémentaire d'émotion, d'implication. Oui, avec toutes ces voix un peu vaporeuses, le côté un peu down tempo, et puis et toujours très cinématographique. Il y a un côté presque trip-hop.
Ouais, presque, ouais. Ouais, il y a des... En fait, c'est vraiment une musique un peu intime, tout en étant électronique, mais sur laquelle on tient vraiment à amener de nous et à ce que les gens... Enfin, j'ai eu l'impression que les gens étaient vraiment touchés, quoi. Enfin, même un morceau comme Dancer in the Dark, qui est très dark, pour le coup, mais qui est très touchant aussi. Et avec là, par exemple, on avait amené mes voix. C'est vraiment un son très scratch massif, un peu comme je définissais tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a vraiment... C'est un morceau qui est très lent, avec une rythmique cadencée, lente, une basse assez intense, une basse synthé au-dessus qui est sérieuse. C'est sérieux. Et puis, une voix... il y a presque un truc un peu spirituel, quoi, quelque chose comme ça, qui arrive, et puis tout de suite on est dans un certain mood. Donc c'est vrai que la voix sur cet album, elle a ajouté ça, et puis mais sur le coup on n'y réfléchit pas forcément, mais c'est vrai que d'intégrer ça ramène une touche d'implication supplémentaire, quoi. Alors, je voudrais que l'on parle quand même un peu de votre process de création. Comment vous vient l'inspiration d'une manière générale ? Ça vient, j'ai envie de te dire, comme ça vient souvent d'un instrument. Ça vient d'un instrument souvent. Ça vient surtout d'un instrument. Ça vient surtout quelquefois de l'erreur de cet instrument. Qui, en fait, on était parti pour faire quelque chose et puis voilà, il s'est passé autre chose. Et puis d'un coup, cette autre chose est très intéressant et on part là-dessus. Quand tu dis un instrument, ça peut être aussi un son. Oui, c'est un son, c'est-à-dire qu'on a des machines analogiques, donc en fait, il y a très peu de presets, voire pas. Donc en fait, il peut se passer un son qui est très bien, puis 10 minutes après, on l'a perdu. Parce qu'en fait, on a été trop loin, puis on ne peut plus revenir en arrière. Donc on est passé à ce qui se passe devant, et puis devant, on est arrivé sur autre chose. Donc quelquefois ça peut être rageant parce qu'on avait quelque chose de bien qu'on a perdu. Quelquefois avant on avait quelque chose de moyen qui s'est transformé en quelque chose de vraiment très original, et pour le coup on part là-dessus. Il y a pas vraiment c'est vraiment c'est ça, c'est un son, un groove. Il y a toujours un petit truc qui se met en place et qui d'un coup donne l'idée de rajouter quelque chose. C'est à ce moment-là qu'on commence à construire, en fait. C'est que soit on fait une basse qui marche très bien et d'un coup la drum va super bien marcher dessus, puis ainsi de suite et vice versa. On peut partir d'un piano et être complètement dépouillé et puis commencer à greffer. C'est à peu près les différentes orientations. Et alors qui s'occupe de quoi toi, Maud, tu fais les textes, Sébastien, tu fais les drums, les synthés. Ouais, c'est pas très précis. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux qui partent plus d'une idée de Seb, il y a des morceaux qui partent plus d'une idée de moi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de règle. Si on n'aime pas où ça va, on l'arrête, on passe à autre chose. Parfois, on insiste. Parfois, on n'insiste pas. C'est vraiment la recherche d'une couleur, quoi. Est-ce que ce qu'on dit là rentre dans ce qu'on a envie de raconter et dans ce qu'on s'imagine être l'album et sa sonorité. On essaye beaucoup de se donner un cadre comme ça autour d'un album, quoi. Et votre setup, comment est-il composé ? En fait, on a beaucoup épuré, en fait. Moi, je suis pas vraiment du genre à aller acheter les dernières machines qui sortent, en fait. On a des vieux synthétiseurs des fin des années 70 jusqu'à des synthés assez modernes aussi. Mais à partir du moment où l'usage n'est plus vraiment fréquent, en fait, je m'en détache. Et au fur et à mesure des années, finalement, on a dans nos 2 studios, on a vraiment l'essence de ce qu'on aimerait avoir. Parce que c'est un gain de temps assez important de connaître ces machines, de connaître ces synthétiseurs. Avoir un nouveau synthétiseur qui rentre dans le parc, c'est une zone de stress, en fait. Et puis, s'il fonctionne pas directement à l'instinct, cette machine-là, en fait, va prendre la poussière, parce que quand on va travailler, on n'a justement pas envie de perdre son temps à essayer de comprendre comment ça fonctionne.
Donc on fonctionne beaucoup à l'instinct sur des operating systems de synthétiseurs qui correspondent en fait à notre capacité à travailler avec. Soit ça fonctionne directement, ou s'il y a vraiment, c'est trop complexe, en fait, c'est un frein à la création, donc en fait ça reste pas dans le studio. Et donc au fur et à mesure des années, finalement maintenant on a des synthétiseurs, on a un parc d'instruments qui nous correspondent en fait, tout simplement. Donc ça c'est au niveau hardware et au niveau software. Bon, au niveau software, moi je suis pas très software en fait, j'en ai beaucoup, mais je m'en sers pas beaucoup. En fait, on s'en sert beaucoup pour tout ce qui est de l'ordre de la musique pour la publicité, pour la musique de film, parce que justement on n'a pas le droit vraiment aux accidents. Les gens que ce soit un réalisateur ou soit un client d'une marque, il aime bien retrouver le son qu'on lui a donné. Et le problème, c'est quand on travaille avec des machines analogiques, une fois qu'on l'a posée, s'il faut qu'on la repose, ça serait très rarement la même. Et ça, les personnes l'entendent et d'un coup disent c'est plus le même son. Je fais si, mais je pourrais pas l'avoir. Donc pour toutes ces raisons-là, les plugins c'est plutôt un gage de sécurité. Mais sinon, les plugins, moi je les utilise en tout cas dans le studio pour nos projets, beaucoup en termes de traitement d'effets, de mixage, de mastering, de design sonore. Ça il n'y a pas mieux en fait. Et puis c'est important aussi de se décaler de l'ordinateur en fait dans la compo, d'être face à un instrument aussi, d'être juste devant lui et en fait de pas avoir d'un coup j'ouvre ci, j'ouvre ça, en 4 secondes c'est déjà un orchestre qui est déjà ouvert. C'est important de travailler machine à machine. On a des machines qu'on dédie à faire des basses, on a des machines qu'on dédie à faire des nappes, alors qu'elles peuvent faire plein d'autres choses, mais on sait que cette nappe-là est magnifique. Donc c'est très rapide d'accès et puis il y a cette sensation d'être avec un instrument aussi, d'avoir le toucher avec les instruments virtuels. On est avec une souris et puis on a un clavier maître quand même. On a un clavier maître, mais on n'a pas ce même contact, on n'a pas ce rapport à la machine en fait de physique. Alors depuis quelques jours est sorti votre dernier album, le 5e, qui s'appelle Nox Anima. Qui signifie en grec les âmes de la déesse de la nuit. Ouais, c'est l'idée justement des âmes de la nuit, c'est-à-dire est-ce que c'est aussi c'est plus la nuit dans le sens de quelque chose qui va susciter les rêves, l'imaginaire. C'est pas dans le sens la nuit, la fête. Il y a tout un monde la nuit et puis c'est joli aussi Nox Anima, je trouve que ça c'est des mots assez forts et c'est quelque chose autour duquel on a toujours tourné, la nuit, les rêves, souvent dans nos titres. On a ça qui est récurrent et là ça englobe un peu cet univers-là quoi. La nuit vraiment plus au sens de création de rêves. Ouais. Alors j'ai lu dans votre bio que ce nouvel album se voulait être une bande originale de films imaginaires. Ouais, alors en fait je pense que si la personne donc, qui a fait la bio a marqué ça, c'est sans doute parce que c'est un peu construit comme un film dans la mesure où on entre comme dans un générique de film par le premier morceau. Il y a une atmosphère assez dense qui est créée avec des bruitages d'orage, des voix, c'est presque inquiétant, il y a une basse assez lourde. On a l'impression d'un peu d'entrer dans un film noir. Et puis après les morceaux, petit à petit, on navigue dans pas mal d'endroits. Il y a des choses assez droites, intenses, et puis hop, il y a un moment plus doux avec presque un slow, et puis il y a des voix aussi donc extérieures de Jeanne et de Yael, et puis on navigue par pas mal d'endroits, et puis à la fin il y a des morceaux peut-être un peu plus un peu moins noirs et plus légers presque, avec des synthés, des mélodies plus légères qu'au début. Voilà, c'est un peu plus lumineux quoi, un truc comme ça. Alors c'est vrai qu'il y a des atmosphères assez
ouais, il y a des atmosphères assez filmiques, j'ai l'impression, et puis cette façon de raconter à travers les morceaux. Il y a quand même une petite narration entre les morceaux qu'on essaye on aime bien, en fait, nous, cette génération-là, on a envie de faire un album. Alors après, je sais pas, je sais qu'il y a beaucoup d'écoutes, des singles comme ça, isolés, mais c'est vrai que c'est un album qui s'écoute, quoi, de A à Z, en entier. Donc là, vous allez tourner toute l'année 2025 avec cet album, j'imagine. On peut retrouver toutes les dates sur vos réseaux. Et alors après, il y aura forcément un 6e album, non ? Oui, je pense, oui. Bah oui. Ah oui. Oui, parce que d'en refaire un là, crée aussi des envies pour celui d'après. Enfin, il y a déjà... quand il sort, en fait, ça fait déjà... il est maturé. Enfin, nous, on le connaît. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est des appels pour d'autres. Vous travaillez déjà dessus ou non ? Non, on a déjà des... Ouais, non, mais... Non, mais ça dessine déjà des choses, en fait. Le fait que un album soit bientôt dehors, qu'on travaille le live. En fait, c'est du perpétuel remise en question, work in progress, en fait, ce métier-là. C'est-à-dire qu'en avançant, on avance. Du coup, on se remet en question, on a d'autres envies, d'autres idées, d'autres machins. Et du coup, c'est tout le temps... c'est-à-dire que du coup, on se met pas en retraite tout de suite. Ah non, ça c'est clair. Heureusement. Merci, Scratch Massive. Merci à toi. C'était Melody Makers, le podcast qui décortique la musique. Réalisé par Julien Louette. Plus d'épisodes sur toutes les plateformes. Partagez, commentez, likez. Si vous souhaitez découvrir les coulisses de mes entretiens, rendez-vous sur le compte Instagram Melody Makers Podcast. Vous y trouverez photos, vidéos et bonus. Merci pour votre écoute. Rendez-vous au prochain épisode.